Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sarah Chauvency. Vous venez de publier aux éditions Artege 13 à la onzaine. Donc il va falloir nous aider un peu pour le titre. Je n'avais pas le souvenir que c'était comme ça quand j'achetais des œufs. Donc vous allez nous raconter cela dans un instant. Vous nous racontez surtout ce qui vous a poussé avec votre mari à accueillir autant d'enfants dans votre maison. Et dans votre cœur, évidemment. Dites-nous, Sarah, déjà, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Bonjour, moi je suis donc Sarah Chauvency, je viens de la Drôme, je suis mariée et j'ai 5 enfants. Alors quand vous dites 5 enfants, vous pouvez détailler un petit peu? Alors avec mon mari, on s'est mariés en 2008, on a 3 enfants bio, on a adopté 2 autres enfants et on a aujourd'hui un 6e enfant qui nous est confié sous tutelle. D'accord. Alors, quand j'ai regardé les âges, il y a, enfin, je suis pas très bon en mathématiques, mais il y a un moment, il y en a un où c'est bizarre, là. J'ai l'impression Notre livret de famille, il est très drôle parce que nos 3 enfants bio ont respectivement 14, 11 et 8 ans. Notre fille qu'on a adoptée a 10 ans. Elle arrive en 4e position, mais elle vient s'intercaler entre les 2 derniers. Et notre fils, que nous avons adopté également, a 21 ans. Et du coup, il arrive le dernier, mais il vient se positionner en premier. Alors, ça a dû choquer un petit peu la mairie, ça, non? Parce que d'habitude, c'est bien rangé, bien propre sur soi. Ils vous ont pas proposé de refaire votre livret de famille? C'est une très bonne question. Si, ils m'ont proposé de refaire notre livret de famille. On a choisi de le garder tel quel. Alors, l'adoption, c'est pas comme ça un matin quand on se réveille en se disant tiens, si on adoptait. Comment c'est arrivé chez vous deux, ce désir d'adopter? Je crois qu'on en parle avec mon mari depuis qu'on s'est mariés. On n'avait encore pas d'enfants. Et petit à petit, au fil des années de mariage, ce projet-là s'est un peu plus établi. On a fait le parcours d'adoption classique, d'agrément classique. Et on a obtenu l'agrément pour adopter un enfant de 0 à 6 ans porteur de trisomie 21. C'était vraiment notre projet d'adopter un enfant dont sa pathologie, son handicap, ses problématiques avait fait qu'il était un jour laissé à l'adoption. Voilà, donc on a accueilli dans notre famille Anaé, qui est arrivée à l'âge de 6 ans et qui donc a rejoint une fratrie de 3 frères dans un premier temps. Alors, on va remonter la bobine. Vous naissez dans un joli coin. Je nais dans un, oui effectivement, un joli coin de la Drôme. Pas du tout d'ailleurs, je nais en Ardèche. Je suis née en Ardèche, mais je vis dans la Drôme. Je viens d'une famille d'origine protestante, mais on n'a pas été élevés avec mon frère et ma sœur dans cette optique-là. On a été élevés dans une famille avec de belles valeurs, très, très tolérante, une maison ouverte où il y avait toujours du monde, des copains, des enfants. Voilà. Votre père ne croit pas en grand-chose? Mon père ne croit pas en Dieu. D'accord. Et ma maman peut-être. D'accord. C'est une bonne réponse. Donc c'est pas le centre des conversations? Non, voilà, c'est ça. Voilà. Et là, en gros, chacun mène sa vie, se lance dans la vie. Exactement, on est assez libre de choisir, on est assez libre. Et à l'adolescence, c'est un peu compliqué ce passage-là dans ma vie. J'ai redoublé, toutes mes copines sont en seconde. Moi, je suis restée au collège du village et je suis pas encore interne dans la ville d'à côté. Et j'aime pas trop cette année. Et mes cousines, qui sont des jeunes filles engagées dans leur église protestante, m'invitent avec elles pour venir au groupe de jeunes le samedi soir. Et donc moi j'habite dans le fin fond de la Drôme, le groupe de jeunes est dans le fin fond de la Haute-Loire. Entre les deux, il y a l'Ardèche. Et tous les vendredis soirs, je vais faire la misère à mes parents pour rejoindre ce groupe de jeunes. Dans un premier temps parce qu'il y a des gens sympas, des copines et tout ça, mais parce que quand même aussi je me pose des questions concernant Dieu. Petit à petit, j'obtiens des réponses. Et voilà, chaque week-end, je vais... Vous aviez quel âge là? J'avais 14-15 ans. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, quand j'y pense en tant que maman, je ne sais pas comment je ferais avec mes enfants s'ils me faisaient vivre un tel Oui, je crois que
Il vous arrive parfois de rater le dernier bus ou le dernier car? C'est ça, exactement. Je loupe le dernier quart au fin fond de la Haute-Loire. Une cousine est obligée de me descendre. Mes parents viennent me chercher à Valence, 1 heure de route. Mais ils n'ont pas l'air de dire grand-chose. En tout cas, s'ils disent des choses, c'est pas écrit dans le bouquin. Ils me laissent faire, disons. Et ouais, après, ils sont contents que je sois autant investie dans un groupe avec ces valeurs-là. Voilà. Et votre frère? Mon frère et ma soeur sont beaucoup plus jeunes à ce moment-là. D'accord. Ils ne suivent pas trop. Si, après, ils vont avec moi sur des colos chrétiennes où je suis animatrice, où je suis directrice de camp. Ils viennent un peu avec moi. Aujourd'hui, ils font leur vie, mais à ce moment-là, ils sont... Alors, est-ce qu'on peut parler d'une rencontre à ce moment-là? Vous avez vraiment eu l'impression de rencontrer le Christ ou je ne sais? À ce moment-là, je me pose plein de questions. Je suis contente d'aller au groupe de jeunes, je suis contente d'aller à l'église, mais je vis une petite vie comme ça. Et le temps passe un peu, et la vraie histoire, c'est ça. Et je rencontre quelqu'un, et bon, voilà, c'est une histoire d'amour de jeunes gens. Et cette personne décède subitement, et ce jour-là, j'ai 2 options. Soit je m'effondre complètement, c'est la fin de ma vie et je choisis de quitter cette terre. Soit il se passe un truc qui relève un peu du miracle et je me raccroche à Dieu. Et ce jour-là... Et vous lui dites ça? Vous parlez à quelqu'un à ce moment-là? Ou c'est la situation que vous décrivez? Est-ce que carrément vous dites, bon écoute, Seigneur, là c'est simple, regarde le topo, là j'étais avec un gars dont j'étais follement amoureuse et j'avais prévu de faire ma vie avec lui. Là il vient de mourir accidentellement. Qu'est-ce que je fais là? Moi, je m'en vais ou tu es là et tu me proposes autre chose? C'est comme ça? Je pense que ça se passe un peu comme ça. Je ne me rappelle pas si je lui parle, mais en tout cas, je sais que ma vie ce jour-là, elle a changé. À Carrefour. Dans des conditions dramatiques, très tristes, mais que je choisis de suivre Dieu vraiment, de tout mon cœur, vraiment, à partir de ce jour-là. Et voilà, ça n'empêche pas que le parcours est encore un peu sinueux à ce moment-là, mais j'arrête ma scolarité, je deviens animatrice de colonies de vacances, de séjours, puis directrice, puis après je rencontre Cyril et je deviens éducatrice, mais à partir de ce jour-là, je choisis de mettre Dieu en premier dans ma vie. Super. Alors il y a un moment aussi où vous vous retrouvez dans vos premières expériences professionnelles, si je ne me trompe pas, dans une grande maison en forme de H. Je me souviens de ça. C'est tout beau, tout propre, mais en fait, c'est vraiment pas taille humaine. Et dans ce grand groupe, il y a quoi, 90 gamins, je crois? 80. 80 gamins qui, pris un par un, on peut communiquer, on peut essayer de faire quelque chose, on peut même avoir une relation avec eux. Après, quand c'est en meute, il y a des heures où ça n'allait pas très très bien, où c'était quasiment la mutinerie. Et dans tout ce groupe-là, vous repérez une petite puce qui est un peu plus fragile que les autres parce qu'elle a un handicap mental, je crois, et qui sert de bouc émissaire. Un peu. Voilà. C'est exactement et là, ça vous déchire le cœur en 12. Il y a 2 constats. C'est mon premier. Je viens d'accoucher quand même de mon premier fils, Timéo, et donc quand même, je viens d'être maman. C'est quelque chose. Enfin voilà, une aventure. C'est une aventure. Et je viens de réussir le concours pour être monitrice éducatrice dans un premier temps. Et donc mon premier stage, je le fais dans cette maison d'enfants en région lyonnaise où effectivement il y a 80 enfants dans la même maison. Il y a 2 constats. Le premier constat, c'est que 80 dans la même maison, c'est beaucoup. Et qu'effectivement, individuellement, il se passe plein de choses. Mais en groupe, c'est quand même très compliqué. Même si après, évidemment, il y a des sous-groupes, tout ça, mais ça fait quand même, dans une maison, 80 enfants. Et le deuxième constat, c'est qu'au milieu de ces 80 enfants, il y a une petite fille qui est en situation de handicap et qu'effectivement, elle se fait beaucoup chahuter. Et là, je connais peu le monde de la protection de l'enfance parce que j'ai beaucoup travaillé au préalable dans le secteur du handicap. Et donc là, je me retrouve face à cette petite fille qui se fait beaucoup embêter. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui existe dans le secteur de la protection de l'enfance pour les enfants qui ont et une mesure de protection et qui sont en situation de handicap? Parce que là, ça fait beaucoup, là. Ça fait effectivement, c'est double. Et je réalise qu'il n'existe pas beaucoup de choses encore. Et je me dis, ce jour-là, vraiment, je me rappelle très très bien au terme de ces 3 mois de stage, je me dis, un jour, je ferai quelque chose. On a d'autres enfants, on a nos 2 autres enfants, Manoé et Louane. Et voilà, je suis sur un poste d'éducatrice. Et je viens d'avoir Elouane. Cyril travaille beaucoup à ce moment-là. Il est ambulancier. Et voilà, il n'est pas beaucoup à la maison. Et il a des grandes amplitudes horaires. Vous n'avez pas les mêmes horaires? C'est ça.
Et je me dis, bon, Qu'est-ce qu'on fait? je me rappelle de cette expérience vraiment qui reste bien ancrée toutes ces années dans ma tête. Et je me dis, je vais devenir famille d'accueil. Comme ça, je pourrais accueillir à mon domicile les enfants qui relèvent de la protection de l'enfance. Vous serez présente à la maison avec vos propres enfants. Exactement. Pas besoin de les faire garder à droite à gauche. Et en fait, en me renseignant sur le métier formidable d'assistante familiale, pour devenir famille d'accueil, je me rends compte que je vais perdre un peu mes fonctions d'éducatrice spécialisée, de coordination. Entre-temps, j'ai fait la formation d'éduc-spé, donc je suis éducatrice spécialisée, monitrice éducatrice spécialisée. Du coup, si je deviens famille d'accueil, assistante familiale, je vais perdre un peu mes fonctions. Et donc, vous êtes assez battue pour les avoir. Exactement. Ah. Du coup, sans le bac, je précise, puisque j'arrête mes études en plein milieu de ma terminale. Et donc, j'arrive par des parcours différents à... Donc, une vraie bataille. Voilà. Et du coup, je me renseigne sur ce qui existe comme autre type d'accueil et je découvre le statut lieu de vie et d'accueil. C'est vraiment l'alternative entre la famille d'accueil et le foyer. C'est un établissement, un fonctionnement d'établissement, mais où les enfants vivent avec la famille qui dirige cet établissement. D'accord. Donc pratiquement aujourd'hui, vous vivez avec votre mari, vos 3, 4, 5 enfants, et en plus, vous accueillez des enfants parce que vous êtes famille d'accueil. Oui, c'est ça. Alors, c'est presque ça. Ouais. Aujourd'hui, je vis avec mon mari, Ça, c'est déjà bien. Ça commence bien. Nos 5 enfants, la petite fille qui nous est confiée à titre de tutelle, donc on compte 6 du coup chez les Chauvency, et il y a 6 enfants qui sont placés et accueillis chez nous, avec qui on vit également au titre de notre lieu de vie et d'accueil, l'Espérance. Ils ont quel âge? Les enfants qui sont accueillis en ce moment, ils ont entre 6 et 19 ans. D'accord. Et ils restent en moyenne combien de temps chez vous? C'est très variable. Le projet, c'est vraiment qu'ils puissent réintégrer leur famille. Donc, du coup, le travail est dirigé dans ce sens-là. On accompagne l'enfant au quotidien, mais on travaille aussi avec toute notre équipe, parce qu'on est quand même plusieurs, et les différents partenaires sur un retour en famille. Et quand c'est pas possible, que c'est trop difficile ou pas envisageable pour le moment, on travaille sur le développement de l'autonomie au maximum pour que ça puisse devenir des super chouettes citoyens. Donc ils peuvent rester de quelques mois à quelques années. La plus ancienne aujourd'hui, elle va s'envoler dans quelques semaines. Elle a 19 ans et elle est arrivée à l'âge de 16 ans. D'accord. Alors, votre mari s'est mis à dispo pour aider l'association ou il continue à faire ses trajets Non. Il est resté quand on a ouvert le 1er septembre 2016, il est resté ambulancier quelques mois. Et ensuite, quand on a accueilli le 4e enfant, on n'a pas accueilli 6 enfants tout de suite. Quand on a accueilli le 4e enfant, il a quitté son travail pour être salarié de notre association à plein temps également. C'est un vrai plein temps. Alors, dites-nous... on voit bien autour de nous des couples qui ont 2 enfants ou 3 enfants et qui sont déjà à pas pouvoir tourner. Vous carburez à quoi pour faire tourner toute cette baraque et sans oublier votre mari dans l'aventure? On carbure au sourire des enfants. Ça marche, ça, comme réponse? Oui. Moi, chaque jour, je les regarde. Alors, des fois, je les regarde et je suis un peu agacée parce que ça fait 1000 fois que je répète la même chose, mais souvent, je les regarde et j'ai beaucoup d'émotions parce que je vois un grand groupe d'enfants. Le concept, c'est qu'on vit tous ensemble. Donc, il y a nos 6 enfants, les 6 enfants accueillis. C'est une grande tribu. Il y a une grande table pour manger? Il y a une immense table. Il y en a même une grande et une petite. Il y en a même 2. Et en fait, les voir entre eux, les voir s'entraider sans savoir qui vient d'où, et voilà, les voir interagir, se soutenir, se chamailler aussi parfois, évidemment. Ça, c'est très, très, très motivant. Donc, vous carburez à l'amour. Ça marche. Et puis, il y a peut-être toujours Dieu qui est dans le coin, puisque vous m'avez dit un jour, je l'ai choisi. Donc on marche ensemble. Et comment vous le côtoyez comment? Ça, c'est la petite complexité. Au quotidien, dans ma vie personnelle, au quotidien avec tous les enfants, c'est un peu différent. Nos enfants à nous, les enfants Chauvency, ils vont avec nous à l'église quand nous sommes de repos. Ça arrive de temps en temps. Après, voilà. C'est plutôt le dimanche? Le dimanche, quand on n'est pas avec tous les enfants, c'est-à-dire une fois par mois. Voilà. Après, nos grands, ils vont au groupe de jeunes. Alors ça, ils peuvent y aller chaque semaine. Ils sont autonomes. On a plein de petites stratégies
pour vivre avec Dieu en famille. Après, avec les enfants qu'on accueille, voilà, le sujet est libre. Ils savent qu'on est une famille chrétienne. On a aussi une éducatrice qui est de religion musulmane. Voilà, la parole est libre là-dessus sans en faire de tabou. Sachant que le statut de l'association, vos engagements avec le département et autres font qu'il faut être vigilant sur ce terrain-là. Exactement. Ce ne sera pas bienvenue dans la famille chrétienne. Non, voilà, du coup, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. De temps en temps, c'est un peu dur. Là, on a envie de dire un merci à Dieu. Hey, merci mon Dieu, ça, merci. Ça n'empêche pas de le faire en couple, souvent. Voilà. On se réjouit et on remercie pour chaque petite victoire et on remercie Dieu pour chaque petite victoire qu'on obtient. Voilà, on ne le fait pas publiquement sur la place publique, mais dans notre couple, oui, ça fait partie de notre quotidien. Est-ce que la prière personnelle est organisée comme le reste de vos journées ? Pas vraiment. Non, honnêtement, pas vraiment. Notre prière personnelle, elle est quasi quotidienne, mais elle n'est pas tous les matins à 8 heures, quoi. Elle n'est pas inscrite. C'est tellement le quotidien, c'est tellement organisé, cadré qu'elle peut être à plusieurs endroits différents en fonction de l'emploi du temps. Le soir, après la journée, tous les deux ? Le matin ou le soir, oui. Il y a la Bible dedans, oui. C'est ça ? Ouais. C'est plutôt un temps de lecture, de méditation ? Et de prière. Et de prière. Et sans ça, ça donnerait quoi ? Sans ça, ça ne marcherait pas. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui nous anime en premier lieu et c'est ce qui nous permet, à mon avis, de tenir même quand c'est très compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué ? Parce que quand on vous voit là avec votre sourire, quand on lit votre livre, on a l'impression quand même que ça roule, quoi, que ça tourne. Ok, de temps en temps, ça tiraille, c'est un peu compliqué sur le plan matériel, comme on va faire, mais finalement, ça avance. Non, vraiment, on est chanceux, hein. Ça roule, ça avance, c'est plutôt des grandes autoroutes, j'aime bien dire ça comme ça. Il y a parfois quand même des péages. Ce qui est dur, c'est les histoires de chaque enfant, faire respecter les droits des enfants, faire respecter les droits des familles, porter tout ça tout le temps. Parfois, ça peut être difficile et il faut être vraiment entraîné et endurant. C'est-à-dire le caractère d'un enfant qui a vécu des choses difficiles chez lui, et ça ressort un peu, par exemple, dans votre équilibre familial ? Il y a de ça, par exemple ? Non ? Pas tellement. Parfois, ils ont des histoires compliquées. Je lis les dossiers avant qu'ils arrivent et je me dis, oulala, là, c'est vraiment le challenge. Et en fait, le fait de vivre ensemble, cette notion de permanence, d'être tous les jours, c'est pas un éducateur le matin, un éducateur le soir, un veilleur de nuit, un stagiaire, un remplaçant. On est toujours là, nous, Sarah, Cyril, on est toujours là. Mes enfants aussi. Ils sont pas que entre enfants placés, ils sont mélangés avec une famille, avec d'autres enfants. Mon fils et une jeune fille partent faire du vélo, une sortie au ski, une activité scolaire. Tout est un peu mélangé. Et ça, je pense que ça, je pense pas, je suis sûre, ça allège vraiment le quotidien et cette étiquette d'enfants placés qu'ils ont plutôt l'habitude d'avoir. En fait, même quand je lis des dossiers très très compliqués et que je me dis, oula, là, c'est vraiment un défi, dans les faits, avec cette organisation-là, dans la plupart du temps, ça se passe relativement bien. Il y a des moments plus difficiles que d'autres, des enfants qui testent, qui viennent tester le cadre. Il y a quand même des enfants qui mettent le feu, hein. C'est vrai, il y a une petite histoire avec des enfants qui mettent le feu. Bon, c'était presque tous les miens ce jour-là, mais oui. Pour réparer une de leurs bêtises pour lesquelles on les a repris. Racontez-nous. Non, vraiment, je ne vais pas vous raconter ça. Vous lirez le livre. Mais non, dans le quotidien, vraiment, c'est pas si difficile. Mais c'est ces enfants qui sont placés par le juge des enfants. Effectivement, ils ont une histoire parfois un peu complexe. Notre but, vraiment, en équipe, parce qu'on a quand même une super chouette équipe qu'on a recruté, qui travaille avec nous, moniteur éducateur, auxiliaire puère. C'est quoi, 5 personnes ? Donc on est nous deux éducatrices, et après on a une autre éducatrice de formation auxiliaire péricultrice, Fanny Férouz, Jeanne qui travaille aussi au quotidien avec nous, une maîtresse de maison, Lancine qui nous a rejoint. L'histoire de Lancine, elle est belle. C'est un réfugié qui arrive juste avant sa majorité, qui est accompagné par diverses associations. À un moment donné,
On le rencontre par hasard chez la marraine de notre fils. Il veut venir dans notre établissement. C'est refusé, donc il ne vient pas, mais on l'accueille. Je vous fais la version très rapide. On l'accueille quand même sur des temps de week-end, des temps de vacances. Il se lie d'amitié avec notre dernier fils, Elouane, vraiment, tellement que je pense qu'il y a un voyage en Afrique qui se profile là pour aller visiter sa famille. Et finalement, là, en septembre, il arrête complètement il obtient son diplôme de carrossier, mais il réalise qu'il veut devenir éducateur. Et du coup, il a rejoint notre équipe. Là, maintenant, il est majeur. Il a rejoint notre équipe en septembre sur une alternance. Et cette histoire est vraiment très, très belle, en vrai. Et je ne sais pas pourquoi je vous parle de lui, parce que donc, il est salarié de l'association sur son contrat d'apprentissage également. Dernière question. De temps en temps, il y a quand même la fatigue physique, la fatigue morale, une certaine lassitude qui peut vous tomber dessus. Alors, à vous voir, on n'a pas l'impression que c'est dans votre tempérament de s'écouter et que vous êtes toujours pleine d'énergie pour avancer, mais de temps en temps, ça doit bien quand même venir un petit peu, je sais pas, des mauvaises nouvelles ou de la fatigue qui vous cisaille les jambes. Comment vous faites à ce moment-là pour repartir assez vite? Parce que, vu ce que vous venez de nous raconter, vous ne pouvez pas rester très longtemps dans le canapé à comater ou à psychoter. Non, ça dure pas très longtemps. Des fois, il y a des choses un peu difficiles qui me tombent dessus et où je m'écroule un peu. Ça dure pas très très longtemps. Je sais pas. Je dois être dotée de quelque chose d'un peu spécial. Non, j'aime bien voir les choses positives. Donc, quand il y a des choses négatives qui arrivent, eh ben, je cherche le positif. Tout de suite. Tout de suite. Voilà. C'est une habitude de l'esprit. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai choisi cette option-là. Et du coup, ça aide à repartir. Et puis, Vous parliez de l'humour aussi. Oui, chez nous, on rit beaucoup. Alors ça, c'est la partie de mon mari, plutôt. Mais Enfin, quand il cache votre sac, c'est pas bien malin. c'est pas bien malin, monsieur, sur des petites choses toutes futiles comme ça qui nous permettent de tenir sur du long terme, avec les éducatrices qui travaillent avec nous aussi beaucoup, et avec les enfants, évidemment. Voilà, on rit, on chahute, on joue. Alors des fois, il y a des temps où c'est très formel, et voilà, je revendique quand même de tenir un cadre assez... un cadre, voilà. Mais quand le cadre est juste et bienveillant, finalement, c'est quand même assez agréable pour tout le monde. Et oui, on rit beaucoup parce que des fois, c'est pas drôle. Mais voilà, je sais que toutes les choses sont conduites et qu'on n'est pas éprouvé au-delà de nos forces. Ça, c'est 2-3 petits passages que j'ai bien en tête. Je ne suis pas une connaisseuse parfaite de la parole de Dieu dans les moindres mots, mais par contre, j'ai quand même le sens et la lecture quotidienne, évidemment, mais j'essaye de l'appliquer dans ma vie en me disant que c'est le chemin, qu'on n'est pas éprouvé au-delà de nos forces, donc je suis capable de traverser ça. Et vous pensez aujourd'hui, là, avec un peu de recul, que les valeurs familiales protestantes qui étaient quand même un peu présentes dans la maison par le biais de maman, finalement, ça vous a un peu donné une colonne vertébrale que vous voyez aujourd'hui tous les jours, quand tout d'un coup 15 pépins arrivent en même temps, ou bien quand il y a de quoi s'affoler, parce qu'il y a trop de rendez-vous, on est 3, il y a 5 rendez-vous là, dans 2 heures, comme on fait. C'est un peu ça? Oui, les valeurs quand même chrétiennes qui nous ont été à un moment donné transmises dans notre famille, certes, c'est certain que ça nous aide au quotidien et que ça a fait cette philosophie, cette façon de penser chez nous. Donc Sarah, c'est le moment des questions. Questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 4. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière? La montagne. La montagne, les paysages, les couchers de soleil. La montagne. Une nouvelle fois, entre 1 et 10? 2. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? C'est une très bonne question. Si je pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que je changerais? Je créerais le lieu de vie et d'accueil L'Espérance plus tôt. Une petite dernière pour la route. Allez. 6. Quelle image vous faites-vous du paradis? Forcément, ça me fait penser aux enfants.
Je pense aux enfants et je me dis que ça sera un lieu où il y aura plus de souffrance et plus de handicap pour eux. Merci beaucoup Sarah, merci beaucoup d'être venue de loin pour nous partager tout ça. Vous partagez cet élan qui fait que vous êtes engagée pour cette œuvre auprès des enfants, à donner de l'amour comme ça avec Cyril. Bravo, merci. Merci. Donc je rappelle le titre de votre livre, 13 à la onzaine, paru aux éditions Artege, Sarah Chauvency. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com. Et puis moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.